Toujours bienvenue à tous nos participants. Nous sommes dans le cadre de la présentation du module 3 de la boîte à outils pour les gestionnaires des DSSR. Je vous ai parlé de plusieurs parties, mais la première partie sur laquelle on va insister s'intitule réseautage et partenariat. Le contenu de cette présentation sera autour du réseau et du réseautage, les concepts liés à cela, l'importance et les avantages du réseautage pour promouvoir les DSSR bien sûr, les problèmes qu'on peut rencontrer dans le cadre du réseautage, les caractéristiques des membres de nos réseaux ou de notre réseau, les phases d'action également et les modèles pincés. Alors, le réseautage, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Et donc, qu'est-ce que c'est que le réseautage? Un groupe d'individus ou d'organisations, n'est-ce pas, qui décident de se mettre ensemble volontairement, n'est-ce pas, pour vraiment promouvoir des échanges d'informations ou pour entreprendre des activités communes avec, bien sûr, un accent particulier sur la liberté de faire des choses à haut impact. Je crois que c'est ça d'abord qu'il faut comprendre comme étant la définition même du réseau. Le réseautage ou la mise en réseau d'organisations qui visent les mêmes objectifs est l'acte de faire ou d'animer le réseau. Parce que ce qui est important, le réseau c'est la finalité, mais il y a tout un travail qu'il faut faire avant d'arriver à réussir un peu à mettre les organisations en réseau. Ce qui a lieu de noter, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les deux notions. Le réseau, d'abord, ça vise le rapprochement d'organisations pour poursuivre des objectifs communs. Le réseau également met les acteurs dans une situation où une condition facilitant, n'est-ce pas, rationalisant et ciblant les activités impliquées dans la mise en œuvre du réseau. Okay? Le réseau est généralement passif parce que c'est à la fin, ça trouve que déjà tout un ensemble de travail en amont a été réalisé. Maintenant, le réseautage, qui est un aspect qui est plus important, qui est plus actif, qui est plus dynamique, c'est le processus par lequel les actions pour l'atteinte des objectifs du réseau, c'est ça qui est important à noter. Comment y arriver à un réseau? Il faut tout un ensemble de travail de fourmi. Le réseautage est encore plus important que la structure elle-même du réseau. Parce que le réseau, ça veut dire qu'il y a un travail de fond pour arriver à la finalité qu'est le réseau, mais il faut faire un travail en amont, comme je l'ai dit tantôt. Le réseautage peut avoir lieu entre les organisations sans nécessairement avoir une structure de réseau, parce qu'on peut travailler ensemble même si on n'est pas dans une structure formelle. Et le réseautage, comme je l'ai dit tantôt, ça demande beaucoup plus de travail, d'énergie, d'action pour pouvoir vraiment amener les organisations à se mettre ensemble. Maintenant, c'est important. Le réseautage est très important car le réseautage permet aux personnes et aux organisations d'être bien reliées. Ça veut dire quoi? Par exemple, en reliant les ONG, les organisations communautaires de base du même niveau de développement et d'expérience, mais ça permet également de les relier verticalement. Verticalement, ça veut dire quoi? Par exemple, en reliant les organisations communautaires de base, les ONG, à des différents niveaux de développement et d'expérience, avec des collègues impliqués dans des activités similaires. C'est très important. Il faut noter les deux mots-clés. Verticalement et horizontalement. Ça veut dire qu'on peut être ensemble de même cran, tout comme on peut également s'ouvrir à d'autres également. C'est cette combinaison des deux qui fait la force. Et ça aide également à être en contact avec la réalité, les implications et les changements politiques, les nouvelles façons de faire. C'est important. Et ça permet de mobiliser des ressources et travailler en consortium avec d'autres organisations pour faire des choses bénéfiques pour toutes les personnes et organisations impliquées. Et je crois que c'est dans cette optique que beaucoup d'organisations se situent aujourd'hui, pour éviter d'aller en singleton, mais c'est de mettre ensemble en groupe pour constituer une force vis-à-vis des pouvoirs publics, mais vis-à-vis aussi des partenaires techniques et financiers. Alors, quels sont les avantages qu'on peut tirer vraiment du réseautage? C'est d'abord faciliter les échanges, éviter la duplication d'efforts inutilement,
Parce que si on est ensemble en groupe, ça me permet d'éviter d'aller faire les mêmes choses qu'un autre membre du réseau fait déjà ailleurs, parce que ça me permet d'avoir l'information en amont et ça permet de me déployer maintenant sur des sites où il n'y a pas d'intervenants. Permet également une action collective plus conjointe pour obtenir, n'est-ce pas, beaucoup plus d'impact souhaité. Et ça permet également de fournir une source de soutien par les pairs, d'encouragement, de motivation et de reconnaissance. Cette partie importante, permettez-moi de dire tout simplement, quand on est en réseau, on se parle, on échange, on apprend, chacun apprend de l'autre. Ça évite les erreurs possibles que d'autres ont eu à commettre en amont dans le temps, et donc on peut anticiper ce genre de problème. Alors, les réseautages permettent d'anticiper des problèmes. Les problèmes, entre autres, qui sont la mauvaise interprétation des intentions, n'est-ce pas, et des motivations, l'attitude peu coopérative, y compris des réticences également à partager. Dans un groupe, il y a toujours une dynamique de groupe qu'il faut observer. Le manque de fonds pour les activités du réseau, parce que généralement les gens préfèrent être individuellement plus forts que lorsqu'ils sont en groupe, ils font tout pour que le groupe vraiment ne bénéficie pas de la force qu'ils ont, alors que c'est le contraire qui devrait se faire à ce niveau-là. L'existence de suspicions parmi les membres concernant des activités et d'autres, vraiment des activités des autres membres du réseau. C'est important. Des barrières physiques. S'il y a des distances entre les membres des mêmes réseaux, naturellement, ça veut dire que le réseau peut ne pas fonctionner comme il faut. Des politiques gouvernementales souvent parfois défavorables, et je crois qu'une étude récente vient de démontrer qu'il y a beaucoup de problèmes de collaboration souvent, et souvent c'est les textes qui sont à la base de cette situation. La faiblesse de communication, dans le téléphone, le fax, souvent il peut y avoir des défaillances importantes, et même l'accès à Internet dans certaines localités, ça peut poser des problèmes. L'existence de fortes barrières culturelles également, entre deux régions, dans un même pays, ça peut créer des problèmes, et des problèmes de gestion et de leadership lorsqu'il y a des problèmes. Le management d'un réseau, l'équipe dirigeante d'un réseau ne respecte pas les normes exigées en matière de gestion et de bonne gouvernance, ça peut créer aussi des problèmes. Maintenant, les caractéristiques des membres d'un réseau. Dans un réseau, il y a toujours, comme je l'ai dit, dans une dynamique de groupe, il y a toujours différentes personnalités. Il y a ce qu'on appelle les catalyseurs, ils jouent un rôle fondamentalement important parce qu'il a une source d'inspiration qui incite les autres à agir. Il y a les facilitateurs, et les facilitateurs, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, tout partenariat a besoin d'un facilitateur neutre qui peut amener, n'est-ce pas, pour amener les partenaires potentiels ensemble et les maintenir dans une dynamique de collaboration. Les champions sont des responsables d'associations, d'organisations de jeunes et de femmes. Des personnes passionnées, mais des personnes hautement collaboratives qui peuvent aider à faire vraiment des avancées significatives. Les décideurs, c'est les personnes en position d'autorité dans la communauté, mais aussi les réalisateurs, ce sont les gens, ce qu'on appelle dans les fourmis. Vous connaissez l'histoire des fourmis. Les fourmis, c'est quoi? Il y a toujours des gens qui dirigent, mais il y a toujours des gens pour faire le boulot, et c'est les réalisateurs qui aujourd'hui travaillent avec les champions pour traduire les objectifs vraiment du réseau en action concrète. Les phases d'action. La phase d'abord, il y a plusieurs phases pour faire le réseau. Il faut passer par l'exploration ou la gestation, qui est la première phase d'abord, où les partenaires potentiels sont identifiés et leurs intérêts, vision et leur volonté à collaborer sont également explorés. Ensuite, il y a la phase de la formation ou la naissance proprement dite. Il y a l'exécution proprement dite, ça veut dire qu'on est déjà constitué, on va vers la mise en place vraiment du réseau. Il y a la phase de maturation, c'est là où le partenariat commence à avoir des résultats tangibles et les relations deviennent matures. C'est important. Et il y a la phase de multiplication, ça veut dire on se réalise. Maintenant, le modèle pincé est un modèle de chaîne d'influence également pour une influence politique légitime, efficace au niveau international. Il vise à nouer des alliances et créer des réseaux pour augmenter l'efficacité des efforts de plaidoyer dans plusieurs domaines, dont entre autres les droits sexuels
et santé de la reproduction, c'est important. Donc voilà un peu le schéma que je vous présente également du modèle pincé, où vous allez voir les ONG se mettre ensemble dans des alliances pour influencer les décisions politiques, mais pour changer également toutes les habitudes de travail également des grands décideurs au niveau mondial. C'est les institutions internationales, c'est l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Le Nord et le Sud doivent se donner la main. Les ONG africaines, les ONG du Mali, entre autres, mais aussi d'autres pays également du projet, notamment le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, doivent se mettre ensemble dans des groupes assez cohérents pour influencer les politiques. Mais quand on est seul, on ne peut pas avancer. Donc, il y a deux principes fondamentaux qu'il faut retenir dans le cadre de ce modèle pincé. C'est quoi? L'implication, la participation et la mobilisation des ONG ou associations et de leurs bénéficiaires. C'est l'influence également exercée sur les politiques, le lobbying, n'est-ce pas, des décideurs politiques et la communication avec les médias et le grand public. C'est important de savoir qu'il existe une coalition régionale des OSC qui est vraiment en matière de planning familial en Afrique de l'Ouest, qui est le principal réseau vraiment d'acteurs impliqués dans les différents pays du projet. Allez-y sur leur site www.mafamilleplanifiée.org, vous allez avoir des informations et ensuite cette coalition collabore avec d'autres entités comme FP 2020 et comme les partenariats de Ouagadougou. Voilà, merci et à très bientôt pour la séquence suivante du module 3.